que soit l'entraînement auquel on souhaite se livrer, quel que soit le type de méditation que nous allons cultiver. Si notre esprit est complètement ailleurs, complètement distrait, on ne peut pas méditer sur l'amour altruiste si notre esprit vagabonde et fait le tour du monde, est perdu dans les ruminations du passé, l'anticipation de l'avenir et distrait dans le présent. À ce moment-là, on ne médite pas, c'est du rêve éveillé, de la distraction. Donc la première chose dans tout entraînement de l'esprit, c'est d'essayer d'arriver à un esprit qui soit plus calme, plus stable et plus clair. Alors calme, ça ne veut pas dire qu'on doit assommer l'esprit ou l'anesthésier, mais il faut au moins qu'il ne soit pas constamment en ébullition. Donc ça veut dire stable aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde d'attention, une seconde on est ailleurs, et ainsi des tout petits bouts d'attention perdus dans une grande quantité de moments de distraction. Il faut aussi qu'il soit clair, parce qu'effectivement, on peut très bien être calme et stable en étant complètement avachi. Et on compare ça à, par exemple, de l'eau, comme un lac ou une mer, qui est parfaitement transparente, mais la nuit. Donc, elle est transparente, mais elle est opaque. Il n'y a pas de lumière, donc tout est sombre et on ne voit pas dans la profondeur de l'eau. Donc, si tout est opaque, on est comme dans un espèce de bourbier intérieur. Effectivement, on n'est pas très distrait parce qu'il ne se passe rien, mais enfin, ça ne nous avance pas grand-chose non plus. Et ça ne nous permet certainement pas ni de connaître la nature de notre esprit, ni de cultiver des qualités. Donc, ces trois qualités, le calme, la stabilité et la clarté, font partie de ce qu'on appelle shamatha, poser ou laisser demeurer, reposer l'esprit dans un état pacifié. C'est ça la signification, en tout cas, en tibétain, des mots shi, ne. Ne, ça veut dire demeurer, poser, rester. Shi, pacifié. Pacifié par rapport à l'ébullition du mental. Ce que Migyur Rinpoché appelle le blabla des neurones, blablabla, ou radio mental FM. Donc, comment faire? Alors, encore une fois, il ne s'agit pas encore d'assommer l'esprit, d'être un état complètement stupide. Mais c'est vrai que si on regarde notre esprit, et souvent c'est ce que beaucoup de gens qui commencent la méditation vous diront, ils diront « Ah non, moi je suis pas, la méditation c'est pas pour moi, parce que j'ai essayé, et à peine je m'assieds, non seulement je ne peux pas contrôler mes pensées, mais j'en ai encore plus que d'habitude. » Alors, pour vous dire franchement, c'est probablement pas qu'on en a davantage que d'habitude, c'est qu'on prend la mesure de l'étendue de notre agitation mentale, dont on n'était même pas conscient parce que nous sommes constamment attirés par autre chose. Et quand on commence à regarder, on s'aperçoit, qu'est-ce que ça bouge? On compare ça à une chute d'eau. Dans une cascade, il n'y a pas une particule d'eau qui est au repos. Tout bouge tout le temps. Et donc, peu à peu, on va laisser l'esprit se reposer. Et donc, l'image, c'est qu'une cascade devient un torrent de montagne, où c'est très turbulent, mais il y a des petits coins, vous voyez, où l'eau est à peu près tranquille, dans une petite anse du torrent, l'eau est limpide et tranquille. Mais en gros, il est turbulent. Et ensuite, c'est comme ça devient, grâce à l'entraînement, en se posant, comme une grande rivière. Alors, la grande rivière, si vous êtes très loin, vous n'êtes pas sûr qu'elle coule. Si vous regardez de plus près, vous voyez qu'il y a un mouvement. Donc, c'est un mouvement qui continue, mais qui est beaucoup plus lent. Ensuite, c'est comme une grande surface d'eau, un lac, un océan qui est limpide et calme. Ça, c'est la progression. Tout ça se fait par l'entraînement. Le calme va aller de pair avec la clarté. Par exemple, si vous avez un étang et que vous cherchez quelque chose, là on cherche
par exemple, à comprendre un peu mieux la nature de l'esprit. Si ce que vous cherchez, c'est une clé dans le cas de l'étang, et que vous prenez un bâton et vous commencez à touiller et à remuer le fond de l'étang, vous allez soulever des nuages de boue et vous n'allez jamais trouver votre clé. Donc à mesure qu'on laisse l'esprit se décanter, se calmer, il devient plus transparent et plus lumineux. Plus lumineux, ça veut dire que l'esprit, effectivement, est davantage au repos, mais ça ne s'accompagne pas d'une composante de torpeur, d'opacité, de somnolence. On n'est pas dans le brouillard, au contraire, un esprit calme mais parfaitement clair. Et si ça se maintient au fil du temps, il devient stable. Un autre exemple qui relie la stabilité à la clarté, le bouddhisme utilise beaucoup d'images, c'est celui de la flamme d'une bougie. Si la flamme d'une bougie est exposée au vent, et là le vent c'est l'agitation mentale, non seulement la flamme va vaciller et peut-être s'éteindre, mais surtout elle ne va pas briller très bien. Si vous mettez, comme on avait dans les lampes à huile, ou bien pour protéger la bougie, un verre qui la protège du vent, la flamme va briller droit, elle va s'agrandir et elle va éclairer beaucoup mieux. Donc de ce fait, un esprit calme et stable sera aussi généralement beaucoup plus clair. Au départ, que nous sommes tous des débutants, il faut un support de cette méditation. Ce n'est pas de se dire, je voudrais un esprit calme, clair et stable, je m'arrête, qu'est-ce qui se fait, je vais arrêter mes pensées. Ça ne marche pas. On ne peut pas arrêter les pensées. De toute façon, quand elles sont déjà là, c'est trop tard. Pour les arrêter, elles sont là. Ce qu'il faut, c'est stabiliser ce flow, faire en sorte qu'il n'y ait pas une prolifération sauvage des enchaînements de pensées. Donc, il nous faut un support. Alors, bien sûr, on peut prendre pour support d'attention focalisée un objet extérieur. Ça peut être une fleur, ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être une image. Dans le bouddhisme, on utilise l'image d'un dessin qui représente, ou une statue qui représente le Bouddha Shakyamuni. Et on essaiera de se concentrer sur sa forme, sur les détails de son visage, de ses yeux, le parfait ovale de son visage, sa posture, etc., etc. Et puis on passera du haut jusqu'en bas, du bas en haut, puis la forme globale, donc un exercice d'attention. Mais aussi on peut, de manière beaucoup plus séculière, se focaliser sur n'importe quel objet d'attention. Ceci dit, il faut aussi que nous puissions vérifier de temps à autre si nous sommes distraits ou non. Or, imaginez qu'on vous dise, maintenant vous allez garder votre attention entièrement focalisée sur une lampe qui émet des éclairs, une lampe rouge comme on voit sur les autoroutes, des flashs extrêmement puissants toutes les 2 fois par seconde, et surtout, ne le perdez pas de vue et être sûr que vous restez attentif à cela. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas le rater parce que ça vous fait des flashs dans la figure, donc il est impossible de l'oublier, on pourrait dire. Il se rappelle à vous avec force à chaque instant. Donc ce n'est pas un très bon support d'attention parce que vous ne savez pas vraiment si vous êtes distrait ou pas. Donc il faut quelque chose de plus subtil. D'où la technique qui a été développée dans le bouddhisme et dans d'autres traditions, de poser son attention sur le va-et-vient du souffle. Si vous n'y pensez pas, si vous ne faites pas attention au souffle, il est hors du champ de votre attention, on respire et on inspire et on expire sans y penser. Et donc, c'est subtil parce qu'on ne le voit pas, il y a une sensation, donc on peut sentir le souffle quand il passe au travers de nos narines, une sensation de chaleur ou de fraîcheur ou de titillement. On peut sentir le souffle selon que notre ventre ou nos poumons vont et viennent. Mais en gros, si on arrête d'y faire attention, si on est distrait, il ne se rappelle pas à nous automatiquement. Donc c'est un bon critère, parce qu'il est toujours là, mais il est très subtil. Ce qui fait qu'il faut vraiment avoir une attention focalisée.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir dans une posture équilibrée, et ce n'est pas la peine d'être ni trop tendu, ni trop relâché. Une posture harmonieuse, équilibrée. Et équilibrée, ça veut dire, effectivement, qu'il soit une certaine symétrie, assez symétrique, où tous les éléments du corps sont en équilibre. Alors, ça peut être avec les deux mains sur les genoux, ça peut être avec les deux mains l'une sur l'autre, quelle que soit la posture, une sorte d'équilibre. Le corps doit être droit. On dit que si le corps est droit, l'esprit sera aussi droit. C'est vrai que si on est comme ça, on a un peu tendance à partir dans la distraction, donc un esprit bien équilibré, mais ni trop tendu ni trop relâché, mais colonne vertébrale bien droite si c'est possible. Un mi-chemin entre être ni trop relâché ni trop tendu, comme un instrument de musique, la corde d'une cithare par exemple, il faut que ça soit ni trop tendu ni trop relâché pour que le son soit beau. Et puis le regard, alors il y a des personnes qui préfèrent fermer les yeux. Le risque, c'est un peu de tomber dans l'aspect de la méditation qui va peu à peu sombrer dans une sorte un peu vague, un peu opaque, un peu somnolent. Mais ça peut aider pour les personnes dont l'esprit est hyperactif. Dans le bouddhisme tibétain, on conserve généralement les yeux ouverts ou entrouverts, mais à moins qu'on ait un objet de focalisation extérieure. Si cet objet, notamment, est l'observation du souffle, on va simplement laisser le regard, on pourrait dire, devant nous, à l'infini, légèrement non focalisé, et puis se concentrer sur le souffle. Donc on dit dans le prolongement du nez. Il y a des variantes. Si par exemple vous avez tendance à vous assoupir, on dit que si on regarde un peu vers le haut, l'esprit se réveille. Si l'esprit est trop agité, on dit que si on regarde un petit peu vers le bas, naturellement, l'esprit va suivre et se calmer. Mais généralement, on regarde droit devant soi, dans l'espace devant soi. Et on observe le souffle. Le souffle est expiré, on le visualise presque, bien qu'il soit invisible. Puis il y a une petite pause qu'on peut laisser se prolonger naturellement une seconde si l'on souhaite ou non. On observe ce point d'inflexion, et puis on inspire et le souffle revient. Et c'est tout. On pose notre attention sur le souffle, sans modifier quoi que ce soit. On n'essaie pas de ralentir artificiellement ou d'accélérer. On note simplement, ah, mon souffle ralentit légèrement, ou tiens, mon souffle s'accélère, j'expire, j'inspire. Qu'est-ce qui va se passer? Très vite, l'esprit va être distrait. Et puis si vous êtes bien engagé dans la méditation, plus ou moins vite, vous allez vous dire « Ah, j'ai été distrait ». Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Simplement, revenez à l'attention du souffle. Le fait que vous avez réalisé que vous étiez distrait signifie que votre attention est de retour. Donc la chose à ne pas faire, c'est de se dire « Zut, j'ai été distrait, je ne suis pas bon pour la méditation », parce que ça, c'est une nouvelle forme de distraction et de construction mentale qui vous éloigne de la focalisation sur le souffle. Au moment même où vous avez pris conscience que vous avez été distrait, vous êtes présent de nouveau, ça suffit. De nouveau, observez le va-et-vient du souffle. Si pour une raison ou pour une autre, vous lassez un petit peu, pour stimuler votre attention, il y a des méthodes qui consistent par exemple à compter. Vous pouvez compter 1, 1, 1 quand le souffle est expiré, 2, 2, 2 quand vous inspirez, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Vous comptez jusqu'à 10, puis vous recommencez de 1 à 10. Donc c'est une manière, disons, d'ajouter un élément de mobilisation de votre attention. Et voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas de mystère, simplement il faut le faire encore, encore et encore. Et c'est comme ça que ça change, et c'est comme ça qu'on passera peu à peu de la cascade
au lac limpide, clair et tranquille. Donc nous pouvons essayer quelques instants. Oui, encore une fois, si des pensées surgissent, ça ne sert à rien de les bloquer parce qu'elles sont déjà là, peine perdue, mais ce qu'il faut éviter, c'est de les encourager, à savoir de les nourrir, de courir après et de faire qu'une pensée engendre une pléthore de pensées, une myriade de pensées qui envahit votre esprit. Donc, une pensée survient, vous la notez, vous la laissez passer, comme un oiseau qui passe dans le ciel sans laisser de traces. Et l'affaire est réglée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Si vous êtes distrait, vous revenez à la concentration, comme un papillon qui est sur une fleur, et pour une raison mystérieuse, alors qu'il y a suffisamment de nectar à butiner, il va voler un petit peu, et puis il revient. L'attention doit revenir comme ça à la fleur de l'objet de l'attention. Suffisamment parlé, maintenant, essayons de mettre en application ce petit exercice basé sur la respiration. Donc ces quelques 30 secondes, vous pouvez les transformer en 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, toute la matinée. C'est à vous de décider jusqu'à quel point vous souhaitez persévérer dans cet exercice. Une dernière chose, tout entraînement doit être placé dans une sorte de structure en 3 parties. La première, engendrer une motivation correcte. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est juste pour me sentir bien, pour être plus confortable dans le cocon de mon individualisme? Ou est-ce que c'est pour devenir un meilleur être humain, m'épanouir dans l'existence, pour mieux contribuer à pouvoir remédier à la souffrance des autres et à contribuer à leur propre épanouissement et bonheur? Il est évident que la deuxième motivation est beaucoup plus vaste et vaut beaucoup plus la peine d'être accomplie. Donc dès le départ, se dire « je fais ça dans le but » moi-même, de devenir un meilleur être humain, de me perfectionner. D'une part, pour m'épanouir dans l'existence, mais aussi pour acquérir la capacité de libérer les êtres de la souffrance. Ça donne une toute autre dimension au voyage contemplatif que vous allez entreprendre lorsque ce voyage se traduira plus tard par de l'action. Pendant la méditation, il faut être entièrement présent et concentré dans l'exercice sur lequel on se livre. Dans le bouddhisme, on dit également, si possible, associer cet exercice à une vision des choses, une vision du monde qui se souvient que les choses apparaissent, mais qu'elles sont dénuées de réalité solide, donc elles ne sont pas aussi solidement réelles qu'elles en ont l'air, qu'elles sont vides d'existence propre. Pour ceux
qui sont engagés dans ce chemin, c'est aussi une vision importante à conserver pendant tout autre exercice d'entraînement de l'esprit. Donc, en tout cas, être présent et attentif, concentré en un seul point sur ce qu'on fait. À la fin de la séance de méditation, tout comme on a commencé par cette motivation, terminer en dédiant, en distribuant tout le bien qui a été engendré par cet exercice, à savoir le fait de développer des qualités humaines, de le dédier au bien d'autrui. Et cet acte, ce n'est pas comme si on avait un petit gâteau au chocolat et on a une quantité limitée, on peut donner un petit bout de gâteau à 10 personnes, puis le gâteau est fini. Le fait le fait de dédier est qualitatif et non pas quantitatif, ce qui fait que on imagine que tous les êtres obtiennent la totalité des bienfaits qui ont été engendrés par le fait de cultiver la méditation. Donc, dans le moment, on souhaite que tous ces êtres soient libérés de leurs souffrances, de tout ce qui les afflige, des famines, des conflits, des maladies, de souffrances de la vieillesse, de la mort, etc. Et dans le long terme, on souhaite que tous ces êtres soient libérés de l'égarement, de la confusion mentale, de ce qui entretient ce cycle des souffrances qui se renouvellent sans cesse et qui s'attiennent à la libération de la souffrance. Donc c'est un souhait qui donne lui aussi, comme la motivation, une dimension beaucoup plus vaste à l'exercice que l'on vient de faire. En tout cas, dans le contexte de la pratique du bouddhisme, c'est quelque chose ces 3 points sont toujours nécessaires. Et je pense que même si l'on se livre, comme la plupart d'entre nous sans doute, à une méditation plus séculière, je ne vois que des avantages à commencer par une motivation altruiste et à dédier à l'ensemble des êtres animés, des êtres sensibles, les bienfaits de ce que nous faisons. Ça s'applique à la méditation, ça s'applique aussi à toutes les actions que nous pouvons entreprendre dans l'existence.